Bonjour à tous, je vous retrouve pour les questions sur la première partie du topo de la sclérose en plaques. Alors, pour le premier QCM, la première proposition est fausse parce que ce n'est pas une maladie métabolique, c'est une maladie qui est auto-immune inflammatoire. Par contre, elle touche bien principalement une population jeune et plus les femmes. Pour la deuxième proposition, elle est également fausse parce que la prévalence est supérieure dès lors que l'on s'éloigne de l'équateur. On peut expliquer ça en partie, par exemple par les facteurs de risque tels que la carence en vitamine D. Pour la troisième proposition, elle est également fausse parce qu'on n'a pas une atteinte seulement de la myéline, il peut exister des atteintes axonales. Et ça, c'est fondamental à comprendre. C'est effectivement la première cause de handicap non traumatique chez la population jeune. En revanche, la présentation clinique n'est pas exclusivement composée de poussées, puisqu'on avait vu pendant le topo, il existe des formes rémitantes récurrentes et des formes progressives. La première proposition est fausse, parce que pour distinguer deux poussées l'une de l'autre, il faut qu'il y ait un intervalle d'au moins 1 mois. Donc là, probablement que ces symptômes, c'est une fluctuation de la poussée actuelle seulement. Pour la deuxième proposition, elle est vraie. Donc dans 25% des cas, la sclérose en plaques qui se présente avec une norbe initiale. Le signe de l'hermite, c'est effectivement une sensation de décharge électrique, mais qui est déclenchée à la flexion antérieure du rachis cervical. Ça signe la lésion des cordons postérieurs de la moelle cervicale. C'est absolument pas déclenché par la palpation. Pour la quatrième proposition, elle est fausse parce que la définition d'une sclérose en plaques active, c'est l'existence de nouveaux éléments sur les 12 derniers mois et pas les 6 derniers mois. Et par contre, il peut effectivement exister des troubles cognitifs. Le pronostic individuel n'est pas bien évaluable parce que les facteurs pronostiques sont assez aléatoires. Ils donnent des grandes lignes, mais ils ne permettent pas de donner à un patient une information claire sur son pronostic. Évidemment, le diagnostic positif est bien plus compliqué qu'un test diagnostic unique. Il repose sur un faisceau d'arguments. Effectivement, il suit les critères de McDonald 2017, qui comprend la dissémination spatiale et la dissémination temporelle. Pour la dernière proposition, c'est faux, car l'imagerie de choix, c'est l'IRM cérébral, qui est bien plus fiable qu'un scanner pour la sclérose en plaques. Donc, à l'IRM, effectivement, il y a plusieurs séquences qui sont indispensables, mais ce ne sont pas celles décrites. On a besoin du T1